sais, tu as Alain Bouchard, tu as Peter Simons, tu as Pierre-Carl Perlado. Tu sais, tu en as plein qui. Eux autres, ils l'ont la recette pour s'être rendus là. Tu sais que quelqu'un qui a déjà monté une business de 5-10 millions puis qui a fait faillite, les probabilités qu'il réussisse à en remonter une autre de 10 millions est très grande. Là. Pourtant, la première a fait faillite, là. Mais c'est ce qu'il y a dans sa tête, c'est dans ce qu'il a développé comme personnalité. Ben moi, là, le monde qui ont monté à des niveaux incroyables de résultats, je veux pas leur argent. Là. Je veux juste apprendre puis m'imprégner de ce qui va me permettre de grandir à ce niveau. Peter Simons, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça en est un autre aussi. Il y en a plein des grands entrepreneurs comme ça. Fait que je te lance ça. Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Merci d'être sur le podcast avec nous. Comment vas-tu? Très bien. Toi? Absolument bien. J'avais hâte qu'on puisse faire cette entrevue-là. Je parle de BusterFetcher.com, donc tu es le cofondateur et le directeur de l'entreprise. Il y a d'autres entreprises autour de ça aussi qu'on va pouvoir parler puis creuser dans ton histoire. Avant qu'on aille plus loin, Mathieu, peux-tu expliquer principalement le BusterFetcher, c'est quoi pour qu'on puisse comprendre au niveau de l'auditoire? Donc, c'est un SaaS, un Software as a Service, un logiciel qui aide les entreprises qui expédient des colis, qui utilisent Post Canada, UPS, FedEx, Purolator, à réduire leur facture d'expédition. On aime dire en anglais « win the shipping game ». Donc, nous, en gros, un client va se connecter à son compte, à notre système, puis automatiquement, on va aller chercher des opportunités de remboursement, ce qui fait que dans quelques jours, il y a un retour sur investissement positif. Et maintenant qu'on sait c'est quoi BusterFetcher, pour qu'on puisse se faire un petit peu une image là, dans la tête de c'est quoi le SaaS que tu as parti, la business techno que tu as parti, j'aimerais ça qu'on recule quand même loin en arrière. Là. De où est-ce que ça partit, ce côté-là, entrepreneuriat? Fait qu'on recule là, un petit peu avant les années 2000, je pense. Là. Wow! Méchant retour vers le passé. Ben, tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille où on démarrait des entreprises par nécessité pour manger. Mes parents ont eu plusieurs entreprises. Ils allaient travailler aussi entre les deux. Puis à un moment donné, ils se sont ramassés tout simplement à ce qu'ils partaient une business parce qu'il fallait qu'on mange. Je te donne un exemple. On avait 6-7 ans. Mon père fait faillite parce que le garage automobile où il était vendeur fait la grève. Tout d'un coup, ma mère lui dit « Hey, tu fais du bon popcorn, ça ne te tenterait pas d'en vendre dans les magasins. » Fait que, cassé bien raide, mon père achète une petite machine à popcorn. Puis là, toute la famille, on fait du popcorn, puis il s'en va distribuer ça dans les magasins pour nous permettre de vivre. Fait que, tu sais, on a toujours bâti des business comme ça. En 97, j'ai fait ma formation en commerce, pas commerce électronique, en multimédia à Rivière-du-Loup, une attestation d'études collégiales. Carl-Frédéric Dessel, que tout le monde connaît à peu près dans le commerce électronique à Québec, est un de mes profs d'ailleurs. Puis c'est là que j'ai... moi, avant l'Internet, ça ne me disait rien. À ce moment-là, j'ai fait « Wow, c'est vraiment cool ». Là, j'ai commencé à faire du HTML. On en parlait tantôt, je me sentais le king du monde. Le HTML, c'était merveilleux. Mais en 2001, ça m'a amené en 2001 à faire une plateforme de commerce électronique avec un de mes amis. Fait qu'on avait un système par abonnement. C'était un SaaS, mais que je ne savais pas à l'époque comment ça s'appelait. Donc, les clients s'abonnaient. Nous, on construisait le site Internet. Puis, par la suite, on connectait les deux. Puis là, ben, ils pouvaient accepter des paiements en ligne via notre plateforme de commerce électronique. Fait que ça, c'est le début. Là c'est les fondations de ce qui s'en vient. Là. Le fameux temps où ce qu'on utilisait Netscape Communicator et non pas Navigator pour les vieux de la vieille comme on est. ICQ. Et voilà, tout le monde a le petit bruit en tête là, qui fait le fameux branding d'ICQ. Yes. Et là, cette fameuse plateforme-là que tu développes, je pense qu'il y a eu quand même une accumulation de dettes techniques à travers le temps, si je comprends bien, puis qui a amené à autre chose. Là. Comme je disais, j'avais
toujours bâti des business pour manger. Fait que moi, un objectif, le seul que j'avais dans ma tête, c'était de faire vivre ma famille. Puis on vivait. C'est peut-être pas grassement, mais on vivait. Donc, quand j'ai parti le système, je savais pas, moi, qu'à un moment donné, tout le monde va rire, là, puis j'ai ri de moi aujourd'hui, mais dans le temps, je savais pas qu'il fallait mettre à jour le code, puis continuellement développer. Non, je développais pour les clients qui me demandaient quelque chose, mais en plus, à part ça, là, c'était rare. Je pense que c'est inexistant qu'on mettait à jour notre code, puis qu'on l'upgradait, puis qu'on s'assurait d'être aux dernières technologies et tout. Fait que, tu sais, ça a duré pendant 10 ans comme ça, là. Jusqu'en 2013 à peu près, où là, je l'ai arrêté, puis je l'ai laissé à une entreprise de Montréal. Je fais une parenthèse là-dessus. Ceux qui s'intéressent au fameux terme de dette technique, épisode numéro 8, on l'explique dans le fond, qu'est-ce que ça signifie puis comment la traiter au sein de votre développement logiciel ou au sein de votre startup. Donc, on démystifie qu'est-ce que la dette technique. Épisode numéro 8, je vous réfère et c'est disponible dans les notes de l'épisode. Puis c'est très important parce qu'à un moment donné, c'est devenu trop gros à pouvoir gérer. Fait que pour moi, il aurait fallu partir à zéro. D'ailleurs, l'entreprise qui l'a repris, c'est ça qu'elle a fait, panierdachat.com. Elle l'a pris comme base. Elle l'a reconstruit de A à Z parce que c'était trop lourd à porter. C'est quasiment une faillite technique, finalement, que j'aurais pu faire à ce moment-là. Fait que ça, c'est ce qui m'a amené là, en 2010, entre les deux. Je commençais à être tanné un peu. Fait que Suzy et moi, mon épouse, on a décidé de partir sur un trip de faire de la photo de mariage. Fait que c'est là qu'on a commencé à comprendre c'est quoi le côté business. C'est quoi le côté entrepreneurial. Même si j'étais vendeur dans ma vie, là, tous les systèmes en place, c'était tellement rodé qu'on appelait ça une danse. Fait que, mettons, toi et ton épouse ou ta blonde, vous arrivez, pas ton épouse encore, mais ta blonde, tu arrives, tu dis, bon, on veut se marier. Bien, chaque étape était optimisée, ce qui faisait que c'était excessivement payant. Mais même la place où tu étais assis quand tu viens nous rencontrer dans un café, les moments où on va te proposer les pages d'albums supplémentaires, tout était réfléchi. Puis c'est là que, wow, c'est hot le côté business, c'est trippant. C'est là qu'on a commencé à le développer plus. Et là, ça vous a amené où par la suite? Parce que là, il y a plus une logique de business, mais je pense que vous avez parti une autre entreprise à travers tout ça. Ouais, fait que vers 2013 à peu près, c'est là qu'on a. Moi, j'avais l'expérience de commerce électronique. J'étais sûr que j'étais capable de faire ça une boutique. Hey, j'ai aidé des clients à générer des millions de dollars en vente en 2002, 2003, 2004. Je dois être capable. 2013, on part une boutique qui s'appelle Suzy Bags, qui était des sacs à main pour Suzy, qui était en dropshipping. Puis, dropshipping, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu as un fournisseur à quelque part qui va expédier le colis directement chez le client. Tu n'as pas rien à supporter. C'est un beau modèle en théorie, mais pour nous, ça allait pas bien. Tu as beaucoup moins de marge. On compétitionnait contre les Macy's de ce monde. Fait qu'on l'arrêtait assez vite pour partir après Homéo Animal, qui était une boutique, qui maintenant ça s'appelle Zoomarca, mais qui est une boutique où on vend des produits naturels puis homéopathiques pour animaux. Fait que c'est là qu'on a commencé vraiment cette plateforme-là parce que mes parents faisaient la même chose, mais en français. Eux autres, c'est Homéo Animaux. Toute la francophonie vendait leurs produits. Fait que nous, on a tout simplement décidé de faire dans le côté anglophone du monde. Et ce qui a marché plus sur cette entreprise-là, c'est probablement que le fait qu'il y avait moins d'offres encore sur Internet, c'était un peu plus différent que ce qu'il y avait disponible, j'imagine, versus l'entreprise précédente. C'est sûr que là, on avait la possibilité d'avoir notre marque ou notre ligne de produits. Ma mère étant un homéopathe, naturopathe, il y a des gens des États-Unis qui vont la voir là, pour se faire traiter. Ce qui fait qu'elle, elle avait développé une ligne de produits qui était hautement efficace parce qu'elle avait déjà des clients depuis quasiment 5-6 ans là, un peu partout. Fait que nous, en la récupérant, on avait déjà une avance. Là. C'était pas comme l'autre, partir dans un domaine que tu connais pas, de qu'est-ce que. Tout était déjà plus facile à faire. Là. Et là, je pense que dans cette entreprise-là, il y a eu des choses à livrer à des clients, puis il y a eu des problématiques par rapport à ça, si je ne me trompe. Là. Fait que tous ceux qui expédient des colis, qui ont une boutique en ligne, savent qu'une des plus grosses problématiques, c'est d'expédier les colis. Puis les problématiques de coût, le support à la clientèle, toutes ces difficultés-là, souvent, là, il y a des problématiques avec le shipping. Fait qu'en 2017, j'ai un client, moi, en Australie. Fait qu'à l'époque, on expédiait dans à peu près 50 pays. Un client en Australie qui commande un produit à 30 $, puis paye Express Post International qui était à peu près 70 $ à l'époque. Il reçoit sa commande, mais en retard. Là, ce client-là, il m'écrit. Il dit là, écoute, tu m'as fait une promesse de me livrer en temps.
Même si moi, j'avais ajouté un délai supplémentaire de ce que Post Canada me disait, j'ai dépassé ce délai-là. Là, il me dit, je veux que tu me rembourses mes frais d'expédition. Mais là, si tu t'arrêtes, là j'ai un produit à 30 $ sur lequel j'ai des employés, j'ai de la publicité, j'ai le produit, je l'expédie, puis je dois rembourser le 70 $ US au client que moi, j'ai payé au transporteur. Tu sais, ça fait pas de sens. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers mon père. Mon père, je lui ai demandé, j'ai expliqué ça, je dis, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis il m'a posé la même question que son représentant lui avait posée quelques années avant. Puis il dit, tu fais-tu tes réclamations pour tes colis en retard? Ça, là, c'est quelque chose que mon père me comptait depuis des années, puis que ça me dérangeait, je voyais pas l'utilité, ça avait l'air d'un méga tétage, puis ça en est un. Ce qui fait que là, j'avais besoin de payer cette facture-là, puis financièrement, c'était plus tough. Fait que mon père, il m'a tout montré qu'est-ce qu'il faisait, parce que lui, il avait eu la même problématique en France. Quand il donnait son colis à Post Canada, il arrivait en France, c'est Chronopost qui reprenait le colis. C'est pas Post Canada, le livreur ici qui va aller livrer ça en France. Il donne ça à un autre transporteur là-bas. Puis lui, ben, vu qu'il y avait beaucoup de misère, beaucoup de difficultés avec ce fournisseur-là, ce transporteur-là en France, il a demandé à Post Canada, tu peux-tu changer de transporteur? Parce qu'il est tout le temps en retard, ça n'a pas de sens. C'est là que le représentant, il avait dit ça. Est-ce que tu fais tes réclamations pour tes colis en retard? Fait que quand mon père me l'a montré, je fais bon, ben là, on n'a pas beaucoup d'argent, je vais commencer à le faire pour essayer de récupérer. C'est là que je me suis rendu compte qu'à peu près un colis sur 5 m'était remboursé parce qu'il était livré en retard, plus tard que ce que le transporteur promettait finalement. Parce que en gros, là, un transporteur, tu lui donnes, comme quand tu es commerçant en ligne, tu lui donnes ton colis, puis il te promet 3 choses. Il te promet de le livrer à la bonne adresse, en un morceau. Puis si tu utilises un service garanti, il te le promet de te livrer à une certaine date. S'il ne respecte pas le colis en un morceau, c'est un produit endommagé que tu as une assurance. S'il ne respecte pas à bonne adresse, il y a une autre problématique. Mais s'il respecte, il ne livre pas à temps, bien là, tu es capable d'avoir un remboursement pour tes frais d'expédition. Fait que c'est ça que nous, on avait commencé à la main à faire. Puis là, ça fait pas de sens de faire ça à main. Là. Quand tu en as une par semaine, c'est pas si pire, là, mais si une sur 5, là, quand tu as 100 colis à faire, ça veut dire que tu en as 80 que tu as passé, puis tu es allé voir est-ce qu'il est en retard, est-ce qu'il est en temps. Puis là, tu en trouves 20 sur le lot. Mais après ça, il faut que tu fasses tes réclamations, parce que c'est à peu près 3 minutes par réclamation. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Là. Mais je me suis rendu compte que personne ne faisait ça. Vu que j'avais le background de commerce électronique, c'était facile. Moi, j'étais allé voir des agences de commerce électronique, du monde des SEO, réseaux sociaux, de ce qu'il y avait à l'époque. Puis, personne ne savait ça. Pourtant, c'était écrit dans tous les bureaux de poste. Tu t'en allais au comptoir, c'était écrit en arrière, colis garanti, mais ils ne savaient pas qu'est-ce que ça impliquait un colis garanti en temps. Là. Fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est OK, là, on le fait pour nous. On va développer une solution pour être en mesure de pouvoir l'offrir à tout le monde. Fait qu'en 2017, on a développé cette solution-là. On a commencé à la bêta-tester en septembre 2017. Puis en janvier 2018, on avait nos premiers clients qui étaient une chaîne de magasins directement en 2018. Fait que c'est là qu'en 2018, officiellement, les premiers clients, janvier 2018, sont arrivés pour Buster. Puis c'est vraiment intéressant parce que tu as vécu une problématique, tu t'es rendu compte que c'était très énergivore en temps de le faire de manière manuelle. Et là, tu as regardé, y a-t-il quelque chose qui existe pour automatiser tout ça? La réponse, c'est non. Ben, let's go, on part quelque chose, puis on va aller voir. Tu te disais, tu n'es pas le seul à avoir cette problématique-là, puis il y a probablement une business à faire à travers tout ça. Donc là, tu décides de lancer officiellement ton entreprise là-dedans. Va chercher un premier client, puis après ça, ça allait déboulé comment pour la suite, pour se rendre jusqu'à aujourd'hui? Parce que là, on parle plus qu'il y a juste un client, on rajoute pas mal de zéros après le 1 aujourd'hui. L'affaire, c'est qu'on a commencé en 2018 avec juste Post Canada pour les colis en retard. Assez vite, on a un client qui nous a dit, Matt, j'ai un problème dans mes expéditions. Je viens de payer des milliers et sinon des dizaines de milliers de dollars, pas sinon des dizaines de milliers de dollars en étiquette, puis j'ai pas expédié aucun colis. Peux-tu m'aider? Fait que là, pour ceux qui expédient des colis, là, je vais parler avec Post, mais il y a ça aussi chez d'autres transporteurs. Quand tu génères, tu as une commande, tu te fais générer une étiquette qui te permet d'expédier ton colis. Fait que c'est l'étiquette que tu colles sur ta boîte. Certains transporteurs comme Post Canada, je pourrais m'imprimer une pile grosse comme ça d'étiquettes, puis il faut que je les paye, même si j'ai rien expédié. Fait que je pourrais avoir 1 million sur mon bureau d'étiquettes payées que j'ai rien expédié. La problématique, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Pourquoi? Ben,
Nous, on avait ce problème-là à l'interne parce qu'on avait le logiciel qu'on utilisait pour imprimer, il y avait un bug dedans. Si j'imprimais 20 étiquettes, il en skippait une fois de temps en temps. Puis là, je la payais quand même. Un autre client, lui, il les annulait, mais son logiciel pour les annuler, il ne le faisait pas. Fait que quand ce client-là est arrivé, il m'a contacté. Là, on l'a développé pour lui. Puis là, capotait, le client. C'était de l'argent, beaucoup d'argent à terre. Puis c'est plus fréquent qu'on pense, cette problématique-là. Parce que tu as des grandes entreprises qui expédient des colis, puis qui se ramassent que c'est la comptabilité qui va payer la facture, mais il n'y a pas de rapprochement. Est-ce que cela est expédié? Est-ce que cela est expédié? Fait que nous, ce qu'on fait, c'est quand on analyse les colis en retard, on regarde aussi s'il y a des étiquettes qui n'ont pas été annulées. Puis on sert comme de filet de sécurité. Mais, tu sais, j'ai des clients qui ont fait des tests de 4 étiquettes. Ils faisaient des tests d'expédition. Puis 4 étiquettes à 2300 quelques dollars chaque, qui ont payé, puis qu'il n'y avait rien expédié. Puis ils ne le savaient pas parce qu'eux autres, ils pensaient que j'ai fait un test, mais je n'ai pas expédié, fait que ça ne coûtera rien. Non, ça coûtait quelque chose. Fait que ça, c'est comme ça en 2018 qu'on a développé. On a commencé à faire Purolator, FedEx, UPS 2019. Puis là, la pandémie est arrivée. Et là, tout a stoppé à ce moment-là. Parce que les garanties de livraison, ça dit dedans, s'il y a une guerre, s'il y a une pandémie ou une épidémie, on peut arrêter cette garantie-là. Fait que du jour au lendemain, on s'est ramassé, on a perdu comme 95-96% de nos revenus. Du jour au lendemain. Là, il a fallu se revirer. Là. Fait qu'on a fait la fameuse job to be done sans le savoir. On a appelé nos clients, les plus gros clients, puis on leur a demandé qu'est-ce que tu aurais de besoin? Quoi? Là, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 types. Il y avait les plus petits qui voulaient avoir des meilleurs tarifs, puis les plus gros qui voulaient avoir du data. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, OK, moi, là, si je te montre ton profil d'expédition pour que ce soit digérable pour toi, puis qu'après ça, j'arrive, puis que je te montre aussi combien tu payes versus tes compétiteurs, es-tu intéressé? Ils ont tous, 94%, je pense, ils ont payé d'avance pour avoir ce rapport-là. Fait que là, on l'a construit. Puis là, avec le reste, on a été capable pour la pandémie de construire. Puis là, depuis ce temps-là, on a dépassé le 1000 clients, même 2000 clients qu'on a servis depuis 2018. Wow, puis cette fameuse période-là où la majorité des revenus ont été coupés à cause de la pandémie, ça a duré combien de temps que les transporteurs ont utilisé probablement un peu cette défaite-là pour pas autoriser de réclamation? Tu vois, la moyenne, juste chez Poste, là, 40% des colis étaient livrés en retard. Fait que ça aurait été vraiment le fun s'il l'avait gardé. J'aurais vraiment aimé ça. Tu sais, 2020, mars 2020, je pense que c'est le 18 mars, tout a arrêté. Purolator, nous, on a un partenariat avec Purolator, puis eux, leur slogan, c'est promesse tenue. Fait que rapidement, je pense que c'est en août, ils ont ramené leur garantie, même si eux autres, ils ont été ceux-là à garder le plus longtemps. Fait que Post, UPS, FedEx, ils ont coupé en mars, mais Purolator avait arrêté en mai, alors que c'était 5 fois plus de pourcentage de retard que ce qu'il y avait normalement. Puis c'est eux autres qui l'ont ramené en premier. Je te dirais que 2021, là, ça recommençait à être presque à la normale. Et avez-vous réussi à remplacer ces revenus-là rapidement ou ça a été vraiment une période ultra difficile pendant cette année-là? Il y a un excellent livre que Antoine Gagné, avec qui tu travailles des fois, avait recommandé qui s'appelle Profit First. Donc, ce que tu fais, c'est que normalement, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont le revenu, ils mettent toutes leurs dépenses, puis après ça, s'il reste quelque chose, ils se gardent un profit. Le livre dit de faire l'inverse. De ton revenu, mets-toi quelque chose de côté en partant, puis vis avec le reste. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson qui dit que si ton tube de pâte à dents il est plein, tu vas en mettre bien plus sa brosse à dents que si tu n'en as presque plus. Pourtant, ça se lave les dents pareil. Là. Tu comprends? Vu qu'on en a plus de ressources, on en dépense plus de toute façon. Fait en commençant avec tes revenus, puis en coupant une portion pour le profit, tu commences avec 1%, puis le trimestre d'après, tu montes à 2. On s'était monté un montant en banque qui nous a permis de toffer quand même un bout. Évidemment, il y avait l'aide du gouvernement et tout, plus les 2 services qu'on avait développés qui nous ont permis là, de passer à travers la pandémie. Fait que ça a été quand même un coup difficile, mais pas un point de vous mettre un genou à terre. Vous avez développé des services ou des revenus supplémentaires, puis vous êtes ressorti plus fort par la suite, de ce que je comprends. Là. Exact. Ouais. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi les défis de l'organisation? C'est quoi votre vision également en avant de vous? Où est-ce que vous voulez vous en aller avec l'organisation? Fait que les défis, tu sais, il y a des étapes dans une business, là, comme dans la vie. Tu sais, t'es un nouveau-né, t'es un enfant, à un moment donné, tu deviens un adolescent, tu deviens un adulte. Puis à chaque changement de
stage d'âge, ben, tu as une petite crise. Tu sais, le Terrible 2, après ça, tu as la crise d'adolescence, après ça, bon. Fait que nous, on est à un point charnière présentement, où ce qu'on est en train de faire, c'est d'upgrader toute l'équipe. On a des super bons employés, mais là, on a besoin de mettre un côté stratégique un peu plus en place, avec du monde qui vont être plus stratégique, justement, pas juste dans le day-to-day de j'ai une tâche à faire, mais d'y penser plus longuement. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de développer une série de produits qui vont faire qu'on va être capable d'ouvrir nos services à tous les transporteurs. Fait que présentement, mes clients sont juste ceux qui profitent des garanties chez Post Canada, UPS, FedEx, Purolator. Mais si tu t'en vas chez un Axionex ou un Obibox ou un autre transporteur qui n'a pas de garantie, ou même si tu utilises un service qui n'est pas garanti, moi, je ne suis plus capable de t'aider. Donc, les nouveaux services qu'on va faire vont permettre de toujours win the shipping game, remporter le jeu de l'expédition en français, pour pouvoir aider ces personnes-là à réduire, puis à être plus efficaces, puis à résoudre les problématiques qu'ils peuvent avoir à l'interne. Fait que c'est ça sur ça qu'on est en train de se tourner présentement. Puis là, ben, tu sais, j'ai la vision de 10 ans, là, mais la vision de 10 ans, c'est pas en place avant un petit peu. Je veux savoir, Matt, je serais curieux de savoir, est-ce que tu as fait des gaffes techniques à travers le temps ou des gaffes de marketing que tu aimerais partager avec les gens pour peut-être éviter d'autres gens de tomber dans un piège similaire? Bon, j'en ai plusieurs, évidemment. Là. Une que je raconte, j'ai déjà raconté que, tu sais, on se trouve vraiment bon comme entrepreneur là, quand on a une bonne idée, là, puis on tripe sur notre idée. Puis, c'est arrivé chez Zumalka, l'autre boutique en ligne, mais c'est inspiré par le logiciel. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand tu arrives et tu as un logiciel, tu vas avoir différents forfaits. Fait que peut-être le forfait A, B, C, D. Puis là, tu compares c'est quoi. Puis là, c'est clair. Tu ne peux pas avoir plus clair que ça. Puis tu choisis l'option que tu veux. Fait que nous, chez Zumalka, c'est des produits naturels pour animaux. Puis notre clientèle, c'est des femmes peut-être 35 ans jusqu'à 80, 85. Fait qu'on voulait, vu qu'il y a le produit tout seul, mais un peu comme le chausson avec ça, puis la frite chez McDo, on a d'autres forfaits qui sont vraiment, qui aident encore plus l'animal. Fait que pour les aider à comprendre, on s'est dit, on va faire notre pricing de la même façon qu'un SaaS. Fait que là, on a travaillé dans le design, on a fait programmer des pages dans Shopify pour qu'on soit capable de comparer l'option 1, qui était juste un produit, l'option 2, qui était 3, 4 produits, l'option 3. Ça a été le bordel total. Automatiquement, j'ai perdu à peu près la moitié de mes ventes. Du jour au lendemain. Là. On a laissé ça une semaine, puis tu sais, ça faisait plus de sens. Là. Fait qu'on a retourné à l'ancienne façon. Fait que des fois, tu sais, nos idées, on les trouve vraiment bonnes. Mais le principe de job to be done, je pense qu'il est essentiel dans tout. Là. Ceux qui ne savent pas, job to be done, c'est un livre à lire. En gros, tu interviews tes clients, pas pour qu'ils te disent que tu es beau et que tu es fin, mais pour qu'ils te disent c'est quoi leur problématique, eux autres à l'interne, qu'est-ce qu'ils ont essayé de régler, comment ils ont essayé de régler, combien ils ont payé pour ça. Puis, des fois, tu peux même leur demander de l'argent d'avance pour être sûr que c'est un problématique. Parce que si tu présentes tes idées à tout le monde, là, ils vont tous t'aimer. Ah oui, c'est vraiment une bonne idée, mais quand c'est le temps de mettre un 100$, là, c'est une autre affaire. Fait que ce principe-là de job to be done aurait pu être appliqué pour Zumanka. Et certainement, on l'applique de plus en plus pour Buster. Très pertinent. Je fais du pouce sur ce que tu viens de dire par rapport à Job to be done. On a l'épisode 33 et 37 qu'on parle beaucoup des Voice of Customer, comment bien conduire un Voice of Customer de manière efficace, aller chercher vraiment qu'est-ce que le client essaie de faire, donc le Jobs to be done derrière tout ça, et c'est quoi ces points de souffrance, en bon français, des pain points. Donc, si vous voulez approfondir un petit peu plus ce sujet, dans les notes de l'épisode, épisode 33 et épisode 37. Faites pas l'erreur de voir ça trop gros, par exemple. Moi, tu sais, j'ai lu 2 livres, puis là, je voyais ça gros, là, d'appeler mes clients, puis hey, là, qu'est-ce qui se passe si je pose pas exactement la bonne question, puis que là, il arrive. Faites-le, là. Puis apprenez, regardez une couple de vidéos, lisez le livre, mais après ça, à un moment donné, c'est pas nécessaire qu'il soit parfait. C'est mieux de le faire imparfait que d'attendre qu'il soit parfait et de ne pas le faire. Ou tu peux engager du monde que c'est leur job, mais ça, bloquez-vous pas avec quelque chose comme ça. De notre côté, on essaie le plus possible d'encourager le client à le faire lui-même, le Voice of Customer, puis l'exercice de Jobs to be done, parce que ce qu'on se rend compte avec l'expérience, c'est que de l'entendre d'une bouche d'un vrai humain à ses propres oreilles, c'est
extrêmement différent qu'un résumé texte sur un bout de papier. L'émotion passe pas et la force du pain point est difficilement transférable à ce moment-là, ou des fois ça peut être dilué. Fait que c'est un petit élément de sagesse que j'apporterais sous cet aspect-là. Très d'accord. Je suis un grand fervent de lecture, de formation, webinaire et tout le reste. Podcast également aussi, sans rien cacher à personne. Je serais curieux de savoir, Matt, est-ce qu'il y a des livres qui ont vraiment été un game changer dans ton parcours d'entrepreneur? OK. J'ai un système de fou pour la gestion de mes livres. Tu parles d'un livre que j'ai vraiment aimé, CEO Are Lazy. Excellent livre. Diary of a CEO. Ça sonne comme diarrhea, mais c'est Diary of a CEO. C'est Steve Bennett ou Bennett, un des dragons au UK. Ça, là, tu lis ça, puis c'est du bonbon de A à Z. Je suis en train de lire 21 Irrefutable Laws of Leadership. C'est aussi du bonbon. Les entrepreneurs qui veulent en faire plus avec leur horaire, Buy Back Your Time de Dan Martell. Excellent livre. Nous, on l'a appliqué, ce livre-là. Tout un impact. Là. On a récupéré à peu près les 20 heures par semaine sur nos horaires. Wow. En étant moins overwhelmed, moins submergé par tout ce qu'on a à faire, en étant plus efficace, puis en étant juste plus content de la vie, justement, parce que ces trucs-là sont vraiment... Fait que, il y en a plein des livres. Là. Des formations. Est-ce que tu connais Tony Robbins? Absolument. Bon, ben UPW, Business Mastery, Date with Destiny. Ça, c'est des formations qu'on a faites. Wealth Mastery avec Tony Robbins. Sérieusement, si tu regardes le reportage qu'il y a sur Netflix, ça a l'air d'une secte weird. Moi, la première fois que je l'ai faite, ma femme, elle ne voulait pas le faire. Parce que maintenant, ce qui est le fun, c'est que UPW, par exemple, Unleash the Power Within, c'est un événement que tu peux faire de chez vous, sur Zoom. Il l'a d'ailleurs à la fin mars. Il l'a 2 fois par année. Puis tu le fais de chez vous. Ça a l'air weird. Fait que la première fois que je l'ai fait avec mon fils, puis Suzy, elle ne voulait pas le faire du tout. Elle trouvait ça trop illuminé. Mais quand elle a vu les résultats, moi, je l'ai fait en novembre. Elle l'a fait en mars parce que là, elle a vraiment vu des résultats incroyables. Ce qui fait que d'année en année, nous, maintenant, on invite nos employés à le faire. Fait que, tu vois, là, nous, à fin mars, il va avoir, là, l'épisode va être diffusé après mars, mais on va avoir été avec 9 personnes de notre entourage, dont la majorité des employés, pour le faire parce qu'à toutes les fois, ils reviennent au travail, sont crinqués, sont motivés, ils enlèvent des blocages qui les permettaient d'avancer. Fait que toute la série de Tony Robbins, là, ça vaut la peine. C'est trop peu cher payé là, pour sauter, pas le faire. Et c'est intéressant de voir que tu amènes ta gang dans cette aventure-là. Si on veut en savoir un petit peu plus sur justement cet événement-là qui t'amène ta gang, oui. À quel endroit qu'on peut aller chercher plus d'informations? Tony Robbins, le secteur, il y a une section sur son site UPW, Unleash the Power Within. Il y en a des fois qui vont être réticents. Fait il y a un audiobook sur Audible qui est comme en 5-6 heures, une vieille version du UPW. Moi, je l'écoute une fois par mois, une fois par 2 mois, parce que ça aide vraiment à replacer sa tête pareil, puis à se remotiver, puis tout. Fait que si vous aimez l'audiobook, l'événement, vous allez triper votre vie. C'est tellement hot parce que tu commences à 9h30 le matin, tu finis à minuit et demi, 1h le soir. 4 jours en ligne, c'est une immersion totale. C'est fait pour te faire... J'allais dire, c'est fait pour te faire pogner tes murs, là. Mais effectivement, tu frappes des murs à toutes les fois. Mais c'est là que ça t'aide parce que là, tu es capable de les bypasser, de passer par-dessus, puis d'aller plus loin à chaque fois. C'est comme si tu avais une plure d'oignon que tu enlevais à toutes les fois. Là. Nous, Suzy et moi, c'est toutes les années. Vraiment intéressant. J'ai jamais essayé. J'ai essayé des challenges de quelques jours, entre autres de Robert Kiyosaki, de Père riche, Père pauvre. Puis je me rappelle de ça quand à un moment donné, tu fais « Voyons donc, là, qu'est-ce que je fais ici? » Mais c'est fait pour te faire craquer, justement, puis te faire aller plus loin. Intéressant. J'ai pas eu la chance de parler avec beaucoup de gens qui ont fait le parcours de Tony Robbins, donc certainement, je vais aller chercher un peu plus d'informations et surtout, si tu amènes toute ta gang là-dedans, je pense que ça peut faire une belle différence. Là. Ça a un impact sur la compagnie. Là. C'est officiel, tu es plus proche. Ça ajoute à la culture d'entreprise. Nous, on a des employés aux Philippines là, qui travaillent au e-commerce, email marketing, puis ils ont resté debout toute la nuit pour pouvoir le faire. Là.
c'est vraiment pas qu'est-ce que tu peux en récupérer. Vraiment intéressant. Avant qu'on laisse une petite place, pas au segment publicitaire, mais à voir comment que la communauté peut t'aider, je voulais vérifier avec Pat, est-ce qu'il y a autre sujet que tu aimerais apporter sur le podcast aujourd'hui? Ben, tantôt, je t'ai parlé de Buy Back Your Time. Antoine Gagné, que tu connais bien, est un avide lecteur aussi. Puis régulièrement, il me parlait de livres. Puis tranquillement, c'est lui, il y a plusieurs années, qui m'avait incité à ça. Je me rappelle qu'il se levait de bonne heure puis qu'il allait s'entraîner. Puis je le trouvais tellement weird. Mais l'impact que ça a, c'est vraiment fou sur ta vie, là, sur ta tête. Fait que maintenant, dernièrement, ce que j'ai réussi à faire, parce que lire des livres, c'est facile. Les appliquer puis les garder en souvenir, c'est plus difficile. Fait que il existe des façons sur ta tablette, puis je le donne comme truc au monde, ça n'a pas rapport à Buster Fisher, mais moi, je lis mon livre sur ma tablette, je souligne, je me mets des notes. C'est connecté avec Readwise, qui est un genre de plugin qui se connecte quand moi, c'est Books là, sur ma tablette, mais ça peut être sur Amazon Kindle aussi, puis qui va synchroniser avec ton Notion ou avec peu importe le Evernote que tu utilises, pour justement te garder à quelque part, puis être capable de te faire un résumé, puis tes action items, tout à la même place. Fait que ça fait vraiment une grosse différence. C'est un trip que j'ai dernièrement, fait que je vous le Tu es donne. la première personne avec qui je parle qui est aussi, je vais donner une expression en anglais, freak, que je peux l'être dans le vouloir d'extraire l'information du livre puis de l'appliquer. Souvent, les gens vont passer à travers le livre, mais la réalité, c'est l'inverse. Il faut que le livre passe à travers soi puis qu'il y ait quelque chose qui reste. On a fait un épisode justement sur le podcast avec Antoine sur hypercroissance que j'expliquais l'ensemble de la technique qu'on a développée ici chez OpenMind à travers le temps, d'être capable d'extraire ce que j'appelle en français les graines de sagesse d'un livre pour les amener jusqu'en exécution dans une entreprise sur des focus trimestriels. Wow. Et j'ai un peu la même technique que toi. Je la pousse à un niveau un peu plus analogique, je dirais, où la manière que j'optimise ma lecture, c'est que je le fais pendant mon gym en format Audible. Et il y a la fonction de mettre des bookmarks en cours de route pendant qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Donc, je fais ma lecture audio pendant que je fais mon gym, donc ça ne me prend pas un temps double. Et 1 mois ou 2 après avoir fini mon livre, je vais aller extraire chacun des bookmarks, puis je vais les écrire à la main pour être capable de les mémoriser. Wow. Et l'exercice de plus qu'on fait, c'est qu'on fait un book club avec l'équipe de gestion. On est 3-4 de l'équipe de gestion, on fait un déjeuner ensemble, 15 minutes. On partage nos petits cartons qu'on a écrits, puis on valide qu'est-ce qui devrait se ramasser dans notre backlog d'idées à exécuter pour l'organisation, qu'on va après ça prioriser de manière trimestrielle. Wow. Ce qui fait qu'on est capable vraiment de partir individuellement dans l'équipe de gestion à avoir un rythme discipliné, de faire des lectures qui sont stratégiques, de tenter de les mémoriser individuellement, de les partager pour maximiser la mémorisation, mais après ça, d'avoir un pipeline pour pas que ça s'arrête là, mais que ça soit mis dans un backlog qui va être priorisé en exécution. Fait qu'on a comme une loupe qu'on a fait. Je me souviens plus c'est quoi le numéro d'épisode avec Antoine, mais on avait expliqué tout en détail cette chaîne-là d'événements qu'on fait. Mais t'es le premier qui me parle, qui fait un morceau de ça en tout cas. Fait que je te lève mon chapeau, ça fait une grosse différence. Là, pour tous les perfectionnistes qui ont écouté ça, là, puis qui freak en position fétale à terre, là, juste vous dire, commencez juste par lire. J'aime ce que tu dis. Miracle Morning. Maintenant, là, c'est 3h30, 4h, je suis levé pour aller faire l'exercice, pour aller lire. Puis c'est vrai là, que ton système de mémorisation, c'est excellent, mais je ne le fais pas pour tout. Parce que Michael Carpentier m'a dit un exemple à un moment donné, j'ai trouvé excellent. Puis c'est pour ça que je le dis pour les perfectionnistes. À chaque idée que tu as, c'est comme si tu faisais un point sur une image ou sur un mur blanc. Mais à force d'avoir des points, à un moment donné, tu vois une image, puis c'est là que ton cerveau va commencer à faire des liens avec d'autres. Même si tu n'as pas fait tout notre système de Readwise ou ton Audible avec tes notes et tes cartons, parce que étant un perfectionniste, des fois, automatiquement, j'étais à la veille de me coucher avec un pouce dans la bouche. Là. Ton système était vraiment killer. Là. Mais de commencer tranquillement, tu lis 10 minutes. 10 minutes par jour, tu choisis un bon livre. Il y en a plein des livres que tu vas triper ta vie. Là. Puis après ça, tu vas bâtir parce que tu n'es pas arrivé du jour au lendemain avec ton système Audible, tout monté, tout prêt. Tu as commencé à quelque part, puis là, comment je pourrais faire ça? Empêchez-vous pas parce qu'il y a trop d'affaires en règle. J'appelle ça une fameuse bouchée d'éléphant à la fois. Puis après ça, ça va de manière incrémentielle. L'autre chose qui est importante, je pense, là-dedans, c'est de mon côté, j'ai été longtemps à lire ce que les gens me référaient comme livre.
Et le plus grand gain en lecture que j'ai fait, c'est quand je me suis imposé de plutôt me poser la question, c'est quoi mon plus grand problème aujourd'hui que je tente de résoudre pour aller à la prochaine étape dans mes buts et mes objectifs, puis d'aligner vraiment ma lecture sur ce point-là. Et c'est là que moi, ça m'a vraiment fait un effet de levier. Puis ça, c'est pas très time-consuming, là, fait que vous pouvez commencer juste avec une petite lecture, mais de vous challenger quoi lire qui va vraiment vous débloquer quelque chose, qui va faire une différence, puis qui va être applicable demain dans votre quotidien. Là. Tu t'es-tu fait un plan pour mettons, quand l'année commence, là? Est-ce que tu te fais un plan de dire voici au moins les livres que j'aimerais lire cette année? Non? J'ai J'ai fait jamais ça, moi. testé ça. J'ai fait ça l'année passée. Fait que Patrick Bet-David, que je suis aux États-Unis, il disait bon, fais-toi un plan à l'avance. Moi, je me suis fait un plan pour l'année avec des livres que tu t'en vas sur Amazon. Mettons, tu parles de finance ou de négociation ou de vente, peu importe dans le domaine. Un peu ce que tu dis là. Tu t'en vas sur Amazon, tu regardes ceux qui ont le plus de rating puis le plus d'étoiles. Puis là, je les ai mis dans ma liste. Fait que je sais déjà, puis moi, j'ai fait Audible parce que quand je marche le matin, je marche une demi-heure à 45 minutes, c'est Audible. Et avant ça ou après, dépendamment quand est-ce que je lis, là, c'est des livres papier ou sur mon iPad. J'ai déjà mon plan pour l'année. Fait que tu te laisses de la place pour t'amuser, mais il y a des choses qui sont primordiales, des livres, des incontournables que si tu attends le bon moment ou si tu te fais juste fier, OK, aujourd'hui, j'ai besoin de ça, tu vas passer à côté. Fait que le plan pour l'année est fait, tu le coches. En plus, entrepreneur, on aime ça, résoudre des affaires, puis cocher des choses sur une checklist. Tu te fais ta checklist. Audible, j'ai déjà fini. On est en mars, ma liste est déjà faite. Fait que là, je suis dans les podcasts. Mais les livres papier, j'ai déjà ma liste, je sais exactement où elle est. C'est le premier qui me mentionne ce concept-là, puis je vais soigneusement l'étudier. Honnêtement, merci de m'apprendre une chose de plus aujourd'hui, parce que Je c'est me pas la sens première donc bien chose que winner. j'apprends dans notre enregistrement, mais j'avais jamais entendu ça, puis je pense que ça vaudrait la peine de l'explorer. Ouais. Vraiment, vraiment pertinent. Merci beaucoup pour ton partage. Honnêtement, Matt, avant qu'on termine, j'aimerais ça te laisser une fenêtre d'opportunité pour voir comment que la communauté peut t'aider. Es-tu à la recherche de contacts? Es-tu à la recherche de clients supplémentaires, d'une porte à ouvrir chez un client, de staff supplémentaire spécialisé? On t'écoute. Ben, tu sais, moi, ma clientèle, c'est pas ceux qui écoutent ton podcast. Tu sais, beaucoup, c'est du monde qui veulent partir des logiciels ou qui ont des logiciels, le côté technique. Moi, c'est des commerçants en ligne. Donc, je me ferai pas une plug pour Buster Fetcher dans ce moment-là. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de te demander. Euh, Est-ce que tu as déjà vu la série Undercover Billionaire? Oui, et c'est rare, je dis oui à une Oh! série, mais là, oui, c'est rare, je dis oui. Mais Good celle-là, job. oui. OK. Fait que tu vas vraiment comprendre ce que je vais te dire, OK? Quand Suzy et moi, on a écouté ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, allez voir ça. Si vous êtes entrepreneur, il faut que vous regardiez cette série-là. Undercover Billionaires, c'est des gens, des milliardaires, qui sont catapultés dans une ville aux États-Unis où ils connaissent personne. Ils ne peuvent pas accéder à leur réseau. Ils ne peuvent pas accéder à leur argent. En fait, ils ont une auto puis 100 pièces dans leurs mains. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se logent. Et ils ont 90 jours pour bâtir une business qui vaut 1 million de dollars. OK? Fait que quand tu écoutes ça, cette série-là, là, tu te rends compte que ton mindset, là, il en mange des coups à toutes les fois parce que toi, tu es là, hey, moi, j'aurais jamais fait ça. Puis là, le gars, la seule chose qui lui reste, là, c'est lui, là, ce qu'il a dans sa tête, puis qu'est-ce qu'il fait. Là. Ce qui fait que quelqu'un qui réussit ou quelqu'un qui échoue. Fait que là, l'épisode que je te dis, là, c'est que tout est une recette. Tu n'es pas né entrepreneur. Quand tu étais dans le petit crate en plastique, tu n'étais pas un entrepreneur. Tu l'as appris parce que tu as appris par ta famille, ce que tu as vu, tu as modélisé ou tu as appris à quelque part. Tout ça, ça s'apprend. L'idéal, c'est quand tu t'entoures de gens qui, eux, vont t'aider à grandir puis tu t'en rends même pas compte. Si tu es un athlète puis tu te tiens avec des gros, la probabilité va être que tu vas devenir un gros. Ou l'inverse aussi. Si tu es le seul gros dans tous tes amis d'athlètes, ça se peut que quand tu arrives au restaurant, tu vas manger de la salade ou manger des protéines pour t'aider à pouvoir éventuellement performer. Fait que le même principe est avec ce que je te demande là. OK? Puis ceux qui écoutent aussi. C'est-à-dire que, ayant été trop longtemps toute seule dans mon coin, je veux absolument me faire un réseau qui est meilleur. Puis comment? C'est pas un réseau pour profiter des gens, c'est de pouvoir s'amener des conversations comme on a là. Moi, ça me donne de l'énergie. Puis j'ai plein d'affaires que je suis capable de partager. Puis quand tu rencontres des entrepreneurs, puis là, tu sais c'est quoi son histoire, puis qu'est-ce qu'il a fait, tu tripes, les deux tripent à ce moment-là. Fait que, première affaire, j'aimerais ça pouvoir passer du temps avec des CEO qui ont des SaaS de 5 à 10 millions, OK? Qui gèrent leur business. J'aimerais ça passer
quelques jours avec, voir comment ils gèrent leur business. Comme si j'avais une caméra, là, puis je vais signer toutes les NDA du monde, ça ne me dérange pas. Mais pour pouvoir confronter mon mindset continuellement avec le leur et inversement aussi. Parce que il y a des affaires que moi, je sais que lui, il ne sait probablement pas, là, même s'il peut m'en apprendre beaucoup. Fait que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'aimerais ça avoir des mentors comme dans les grands entrepreneurs du Québec. Tu sais, tu as Alain Bouchard, tu as Peter Simons, tu as Pierre-Carl Perlado. Tu sais, tu en as plein qui. Eux autres, ils l'ont la recette pour s'être rendus là. Tu sais que quelqu'un qui a déjà monté une business de 5-10 millions puis qui a fait faillite, les probabilités qu'il réussisse à en remonter une autre de 10 millions est très grande. Là. Pourtant, la première a fait faillite, là. Mais c'est ce qu'il y a dans sa tête, c'est dans ce qu'il a développé comme personnalité. Ben moi, là, le monde qui ont monté à des niveaux incroyables de résultats, je veux pas leur argent. Là. Je veux juste apprendre puis m'imprégner de ce qui va me permettre de grandir à ce niveau-là. Peter Simons, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'en est un autre aussi. Il y en a plein des grands entrepreneurs comme ça. Fait que je te lance ça. Fait que LinkedIn, Matt Lessard, vous pouvez m'écrire ou matt@busterfetcher.com. C'est pas Buster Fletcher, c'est Fetcher. F-E-T-C-H-E-R. Donc, voilà. C'était ça ma petite blog personnelle. Fantastique. Donc, si vous connaissez des CEO de SaaS de 5 à 10 millions, n'hésitez pas à les mettre en contact avec Matt. Même chose s'il y a des grands mentors. J'ai le numéro de cellulaire de Peter Simons. Donc... Oh! Je me ferais taper sur les doigts je pense, le partager, mais bref. Tu me donnes pas ça. Non, mais tu sais, je veux dire, probablement qu'il t'écoute s'il a son numéro de téléphone. Fait que ouais. Déjà, il va peut-être... Donc, tu lui donneras le mien, je te l'ai donné tantôt. On va voir ce qu'on peut faire, Matt. Yes. On va travailler là-dessus. Merci, un grand merci, honnêtement, Matt, de venir partager un petit peu ton histoire avec nous aujourd'hui, en espérant que ça puisse inspirer les gens puis éviter des petites erreurs aussi qu'on peut faire qui sont tellement faciles à faire, malheureusement, dans un développement de produits techno. Et on rappelle qu'on fait ce contenu avec amour, énergie et un petit peu de ressources financières de notre côté, mais on est gratuit de A à Z. Donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est prendre un 17 secondes de votre temps, d'aller faire effectivement un petit pouce en l'air ou un 5 étoiles sur la plateforme de balado préférée, ou simplement prendre quelques secondes pour partager l'épisode à quelqu'un à qui ça pourrait avoir un impact dans sa vie. Ça fait toute la différence pour nous. Donc voilà, Matt, merci encore une fois de ta présence. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt.